Mais j'imagine, même si c'est pas forcément des amitiés, il y a du respect pour les gars qu'il y avait en face. Oui, et encore une fois, pas tous. On vous a dit, c'est hors piste, hein, c'est comme ça, c'est comme ça dans cette émission. C'est quoi là, la question d'après ? Aujourd'hui, on a un des GOAT du sport français, Martin Fourcade, et ses 7 médailles olympiques. Cela n'est pas arrivé à un athlète français depuis près de 50 ans. Et avec lui, on a réuni 50 supporters du groupe Allez les Bleus. Moi, je m'appelle Samy et je vous présente Hors Piste. C'est une série où on discute avec vos champions de sujets profonds, sans filtre et sans aucun tabou. C'est présenté par TCL, partenaire olympique mondial. Et on applaudit Martin Fourcade, s'il vous plaît. Alors je t'explique, ça va être sous forme d'ascension qu'on va faire ces questions. 5 étapes. On va commencer au plus bas de la montagne, au pied de la montagne, sur les questions un peu plus terre à terre. Qui a la première question juste là ? Bonsoir Martin, je suis Pierre, j'habite pas très loin, Boulogne-Billancourt. Mon dernier souvenir de neige date de la semaine dernière, dans les embouteillages, c'est pas très palpitant. Par contre, ce qu'on aimerait savoir, c'est toi, quel est ton premier souvenir de neige ? Dans les Pyrénées, à Font-Romeu, là où j'ai grandi, quand il y avait des grosses chutes de neige en hiver, le ramassage scolaire ne pouvait pas se faire et donc on restait à la maison jouer dans la neige sur de longues journées. Et donc je crois que c'est mes premiers souvenirs de neige enfant avec mes 2 frères. C'était exactement ma théorie qu'il avait commencé le biathlon parce qu'il devait aller à l'école en courant. On va continuer, on a une deuxième question. Anne-Marie, où es-tu ? Anne-Marie, tu peux te lever, je te passe mon micro. Bonjour Martin. Moi, je viens de Normandie, c'est pas vraiment une terre de biathlon, mais je suis le biathlon depuis très longtemps et je voulais savoir ce que tu deviens depuis que tu es retraité du biathlon. J'ai pris ma retraite, comme vous le savez, en mars 2020. Depuis, une vie bien chargée de papa déjà, avec 3 enfants à la maison, une vie de pratique sportive aussi, parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin et que je prends beaucoup de plaisir à faire, donc pas mal de sport d'endurance. Et puis ensuite, des activités professionnelles avec une agence événementielle sur Chambéry avec laquelle j'organisais le Nordic Festival, avec bien entendu les Jeux Olympiques et Paralympiques et notamment toute l'aventure Paris 2024 qui a été magnifique à vivre et à créer. Puis enfin, pas mal de projets comme ceux-là avec TCL. On a tourné un joli spot de pub avec Clément Noël cet automne. Donc des activités qui sont variées. Je crois que j'avais pas de toute façon envie de m'enfermer dans une mono-activité. Puis c'est chouette de pouvoir avoir plus de liberté que quand j'étais athlète. Je me permets de creuser même si on est au tout début. T'as trouvé quelque chose qui te fout autant les chocottes que la compétition depuis que t'as arrêté ? Voilà, tu me tends la perche. J'ai, sur l'année 2023 et 2024, créé un projet en salle de théâtre, un seul en scène. Il y a certains qui étaient là, qui sont venus. Ah ouais, en fait, il y a toute la salle. Non, mais c'est vraiment... Je pense que j'étais rentré une fois dans une salle de théâtre dans ma vie avant de décider de partir sur ce projet. Donc voilà, c'est sûr que quand je me suis lancé, c'était à la fois plein de conviction et puis un peu d'inconscience parce que je savais pas trop où j'allais. J'ai grandi à la montagne, dans un environnement sportif, avec un papa accompagnateur en montagne. Le théâtre, le cinéma, les musées faisaient pas beaucoup partie de mon quotidien. Donc de travailler avec un metteur en scène, de travailler avec un scénographe, de travailler avec quelqu'un qui va travailler le son, quelqu'un qui va travailler la lumière, ça a été des vraies belles découvertes humaine et puis la découverte d'un milieu que je connaissais pas. C'est plus dur d'aller chercher des médailles ou d'avoir en tête un texte pendant 1 heure sur scène ? C'est quoi le plus dur ? Alors, je vais twister à peine ta question. Est-ce que c'est plus dur de faire du théâtre ou de la compétition ? La compétition, en fait, on est dans un environnement hostile où il y a 99 mecs sur la ligne de départ qui veulent vous battre. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement dur, c'est quelque chose d'agressif. Le constat de la compétition, la liste, le classement, c'est quelque chose d'hyper violent. J'en parle dans mon spectacle. Pour ce qui est du théâtre, le spectacle commençait avec... Le remake, si je peux le dire comme ça, de mon premier podium à Vancouver en 2010. Donc je montais sur ce podium olympique et au moment où je montais, la salle m'applaudissait pendant 1 minute. Donc j'avais pas encore dit un mot, que j'avais déjà pris une salve d'applaudissements pendant 1 minute. Donc ouais, non, je me sentais plutôt en confiance. Bon, pour finir cette première séquence au pied de la montagne, Olivier a une question. Olivier, où es-tu ? Bonsoir Martin, c'est un grand honneur pour moi en tant que vétéran, j'ose le dire. Comment tu vois ton après-carrière ? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent et est-ce qu'il y a des choses qui ne te manque pas du tout? Et si je peux te donner encore un conseil, moi je continue à faire du ski, continue le plus longtemps possible. Bon, j'avais pas prévu d'arrêter, donc parfait. Je crois que quand on est athlète, il y a une peur du vide dans l'après, particulièrement quand on a un peu dominé son sport comme je l'ai fait. On est un peu la pièce centrale. Quand on s'arrête, en fait, on passe de la lumière à l'ombre. Et donc, ce qui me manque, c'est forcément cette flamme, cette nécessité impérieuse qui est celle d'avoir une quête de vie comme a été ma carrière d'athlète. Voilà, il y a rien qui a été un effort pour moi parce que j'avais cette volonté, cette rage, cette
cette envie, cette motivation. Et ça, c'est vrai que quand on est dans une vie un peu plus classique, ce que je cherchais aussi au moment où j'ai arrêté, il n'y a rien qui nous tient autant que ce que peut vous tenir un rêve d'enfant. Ensuite, ce qui me manque pas, c'est forcément les contraintes du sport de haut niveau, parce que aujourd'hui, je suis dans une vie où j'ai la chance de pouvoir toujours avoir une pratique sportive, mais une pratique qui est partagée. J'ai pas fait un étirement depuis 5 ans, je suis pas allé chez un kiné depuis 5 ans, je ne suis pas rentré dans une salle de musculation depuis 5 ans. Mais oui, une vie d'athlète, c'est une hygiène de vie qui se doit d'être la plus irréprochable possible. Et je ne changerai rien. J'ai adoré chaque seconde de ma vie d'athlète. Mais je profite aussi de cette pression qui s'est un peu enlevée de mes épaules. Et ça fait un peu de bien quand même. Bah, trop bien. On n'était censé pas aller dans les sujets deep tout de suite, mais bon, on y est déjà. Bon, je vous propose, on va tout de suite dans le début de la montée. Je crois qu'on a Vianney qui est ici, qui a une question. Bon, bonsoir Martin. Alors j'imagine que tu as vécu plein d'émotions dans ta vie sportive. Et donc ma question, elle est double. Quelle a été ta plus grande émotion en tant qu'athlète et ta plus grande émotion sportive en tant que supporter? Il vole mes questions, je l'avais aussi dans mes l'avais notes. aussi. On monte un podcast ensemble si tu veux, il n'y a pas de... Alors la première, elle va être facile. Ma plus grande émotion sportive, je pense que c'est mon premier titre olympique à Sochi en 2014. Alors c'est toujours dur de classer une victoire, un titre, mais Sochi 2014, c'est la dernière pièce du puzzle pour moi. C'est ce dernier titre à aller chercher. C'est ces 2 années avant où j'ai déjà tout gagné et où je sais que je suis favori, mais je sais que j'ai aucune garantie de repartir avec quoi que ce soit. Sur une poursuite en plus qui est une course pleine d'adrénaline, avec mes parents qui sont là, avec Tony Estanguet que je retrouve dans l'air d'arrivée, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma carrière, etc. Mes entraîneurs qui me sautent dans les bras, voilà, c'est la dramaturgie de cette course-là aussi. Donc ouais, je pense cette course en 2014. Pour la seconde question, un petit peu intuitivement comme ça, j'ai 2 moments qui me viennent. J'ai un moment sur le terrain, j'en ai 2 même sur le terrain. Le premier, c'est en biathlon, c'est les Jeux de Pékin en 2022 et c'est la Mastart de Justine Brézaboucher. Et ce jour-là, il y avait je suis pas du tout mystique, mais il y avait... Il faisait moins 20, il y avait une sorte de brouillard givrant, il y avait vraiment une ambiance très particulière, il y avait beaucoup d'émotions, donc j'ai ce moment-là qui me revient à l'esprit. Sur le terrain aussi, le match d'ouverture et le titre de l'équipe de France de rugby à 7 pendant les Jeux de Paris 2024, parce que voilà, qu'on a préparé les Jeux pendant 4 ans, qu'on connaît l'importance de lancer un événement pour que la mayonnaise prenne, et qu'on a la chance de vivre ce moment dans le stade avec ces 2 petites filles. Voilà, c'est pour ces moments-là aussi qu'on s'investit, qu'on travaille. Et puis un moment derrière la télévision, c'est le titre de Tony en 2012 à Londres, tout seul sur mon canapé dans les Pyrénées, à crier comme un fou et à mettre en danger mes relations avec ma belle famille. Histoire vraie. Ma belle-maman avait une télé TCL, donc ça permet de... Tiens, préciser. Ça permet de faire le lien. Ah oui, bien sûr. Merci, belle maman. On va enchaîner. On a Tom qui a une question. On m'entend bien, c'est bon. Moi, je voulais savoir qui avait été ton plus grand adversaire dans ta carrière. On sait que tu en as eu quand même pas mal durant tes 13-14 saisons. Ce qui est terrible, c'est que vous me posez des questions, vous me demandez de choisir une personne et à chaque fois, je vous cite 5 noms ou 5 moments. Je vais en citer plusieurs. Jean-Guillaume Béatrix, dont vous vous rappelez sans doute, qui a une place particulière dans ma carrière parce qu'en fait, c'est mon premier adversaire à l'échelle nationale et avec lequel, en fait, je me suis battu de mes 14 ans jusqu'en 2018 quand il a arrêté sa carrière. On a eu le bonheur immense de partager une médaille olympique à Sochi en 2014 tous les deux, ça c'est un moment fort pour nous. Mais c'est vrai que ces années juniors, vous savez, où on apprend, voilà, il y a ces rivalités qui, en tout cas, moi, m'ont marqué. Il m'a vraiment poussé à devenir meilleur. À l'échelle internationale, si je devais en citer qu'un, ça serait Johannes. Parce que je pense qu'on a été à notre meilleur niveau au même moment. Une histoire de rivalité, c'est toujours 2 trajectoires qui se croisent bien souvent. Et avec Johannes, c'est sûr qu'on a réussi à conserver ces trajectoires communes pendant 3-4 saisons. Forcément, une pensée particulière pour Émile Svensson aussi sur le début de ma carrière. Avec Émile, on a eu 2 saisons et j'ai jamais eu de saison commune avec Björn Dahlén, par exemple. Björn Dahlén a dominé le biathlon mondial jusqu'en 2010. Moi, c'est l'année où j'ai clos et en fait, nos trajectoires se sont vraiment croisées. Et en fait, je l'ai jamais considéré comme un rival alors que j'aurais adoré pouvoir me confronter plus régulièrement à lui. Il y en a parmi ces noms que tu as cités, il y en a qui deviennent des copains, il y en a avec qui tu noues des liens. Jean-Guillaume, forcément. Les frères Beau, c'est des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect, avec lesquelles on passe des bons moments. Il y a beaucoup de personnes que j'ai énormément de plaisir à retrouver. Et donc oui, il y a des relations qui se nouent. Sur 15 ans de carrière, ça devient aussi des collègues de boulot. Il y en a 2-3 qui en font moins partie aussi. Mais j'imagine, même si c'est pas forcément des amitiés, il y a du respect pour les gars qu'il y avait en face. Oui, et encore une fois,
Pas tous. On vous a dit, c'est hors piste, hein, c'est comme ça, c'est comme ça dans cette émission. On va enchaîner. On a une troisième question pour cette étape. C'est Stéphane normalement qui a une question. Bonsoir Martin, je suis apprenti journaliste sportif, donc c'est un honneur pour moi de parler à un multiple médaillé olympique. Du coup, j'avais une question à te poser. Quel est l'élément déclencheur, la course ou le moment qui t'a fait basculer parmi les légendes du biathlon ? J'ai une course qui m'a fait basculer personnellement, c'est cette Mastart de Vancouver en 2010, parce que je pense que c'est le jour où je prends personnellement conscience que je suis capable d'y arriver. Pour ce qui est du biathlon mondial, ça doit être aussi ce titre olympique en 2014 où en fait je décroche du coup le 3e Graal quand on est sportif et qu'on fait du biathlon. Il y a les titres de champion du monde, il y a le globe de cristal du classement général de la Coupe du Monde et puis il y a le titre olympique. Et c'est vrai que d'arriver à aligner finalement ces 3 éléments, c'était peut-être, je pense qu'il n'y a pas tant d'athlètes que ça dans l'histoire du biathlon qui ont réussi à gagner les 3. Ça te suffit, Stéphane? Ouais. Hyper protocolaire ma réponse. Vous avez vu comment j'ai changé de ton avec un journaliste de suite? Bien sûr. Avec vous, je suis hyper décontracté. Il m'a posé une question, j'ai fait oui. L'équipe a Même bien pour joué, moi, good c'est difficile. game. Allez, on va finir cette deuxième partie. On a Louis qui a une question. Donc bonsoir Martin, je travaille également dans le sport, je suis pas journaliste, t'inquiète pas. Mais j'avais une question à te poser, on est un public de connaisseurs, donc on connaît bien le biathlon, on connaît bien ta carrière. Mais est-ce que tu aurais une vérité sur le sport de haut niveau, en l'occurrence le biathlon, qui pourrait nous surprendre? J'en ai une. Je vais vous parler de mon grand frère, Simon. Simon était un athlète qui a dominé les années juniors. Il est, je crois, 11 ou 12 fois champion du monde junior. Et donc, c'est vrai que j'admirais mon grand frère qui était à la fois mon modèle, à la fois mon idole. Et je le jalousais un petit peu secrètement parce que je comprenais pas comment il faisait pour performer autant là où moi, je n'y arrivais pas. Et donc, un jour, je lui avais dit, est-ce que tu veux bien me donner ton secret? Il m'a dit non, pas maintenant, je te le dirai plus tard. J'ai plus pensé à cette question pendant 10 ans. Et j'ai repensé à cette question le jour où je décroche mon titre olympique à Sochi en 2014 parce que je crois que c'est le jour où j'ai compris qu'il n'y avait pas de secret et qu'en sport de haut niveau il n'y a pas de secret, là où souvent on attend des recettes miracles. On se rend compte qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et donc voilà, moi c'est ce que j'ai tendance à dire aux jeunes athlètes notamment qui attendent la recette miracle. Il n'y en a pas. C'est trouver son chemin, trouver sa voie, arriver à comprendre ce qui marche pour soi. Tu l'as confronté un jour en lui disant mais t'aurais pu me le dire qu'il n'y a pas de secret, t'aurais pu me le dire quand même. Je ferai ça ce soir. C'est très bien, très bien. On va enchaîner sur la troisième partie si vous voulez. Là, on a entendu un petit peu ton ascension. Là, on arrive sur un palier qu'on appelle l'arête. J'ai envie qu'on parle un peu des galères, j'ai envie qu'on parle un peu des moments d'obstacles. Et je vais passer tout de suite le micro à Laura qui va prendre le lead là-dessus. Laura, où es-tu? Alors, quelle a été la plus grande difficulté, le moment le plus dur de ta carrière? Le moment le plus dur, c'est ma saison 2019. Je me retrouve pour la première fois confronté à un mur que je n'arrive pas à franchir. C'est un moment qui est difficile parce que des échecs, j'en ai eu tout au long de ma carrière. On a souvent l'impression que j'ai tout gagné, mais j'ai gagné 30% des courses auxquelles j'ai participé. Ça veut dire que 7 fois sur 10, j'ai perdu. Des échecs, on en connaît au quotidien quand on est biathlète. Une de mes spécificités, c'était souvent d'arriver à rebondir le lendemain d'un échec. Et sur cette année 2019, en fait, j'enchaîne un petit peu ces murs. Et donc, ouais, c'est un moment qui est très dur. On est exposé quand on est athlète de haut niveau. Alors, quand on est sur le devant de la scène, c'est chouette, on en profite et c'est plutôt agréable. Mais quand course après course, on s'enfonce et que course après course, le focus est sur moi, je pense que ça reste de loin le moment le plus difficile de ma carrière. Et il n'y a pas de secret pour en sortir? J'ai essayé beaucoup de choses, comme tu l'imagines. Et en fait, ça marchait pas. Et j'ai eu besoin d'une coupure, de me reposer, de remettre le biathlon un petit peu au centre. Je pense que c'est une saison où aussi je m'étais un petit peu éparpillé. Quand je dis ça, c'est que j'avais 2 petites filles, des activités pro, voilà, plein de choses qui faisaient que le sac à dos était un peu trop lourd à porter, comme je le disais dans le spectacle. L'image du sac à dos, je pense qu'elle est bonne pour la prochaine question qu'on a. C'est Virginie qui doit poser cette question. Bonsoir Martin. Moi, je voulais aborder l'aspect un peu mental. Enfin, moi, je suis une ancienne tireuse sportive, sans grand enjeu, mais on sentait déjà l'aspect mental que ça pouvait avoir comme impact. Et du coup, je me demandais comment on fait pour faire une bonne préparation mentale et être capable de répondre présent en fait le jour J pour un grand événement à l'approche des JO notamment. Non, c'est une chouette question parce que le mental, c'est une grande partie de la performance. J'ai souvent eu l'impression, moi, que dans mes adversaires, il n'y avait que des personnalités qui avaient des qualités physiques hors du commun sur différents secteurs. Et chacun avait ses spécificités. Moi, j'ai des qualités cardiaques, avec un cœur qui bat très bas au repos notamment. T'es à combien au repos aujourd'hui, tu le sais? Alors aujourd'hui, je sais pas, mais en carrière, j'étais à 24 pulsations minutes au repos. Pardon. Donc ça part d'assez bas.
Voilà, j'ai l'impression que là où moi j'avais des qualités cardiaques, mon grand frère avait lui des qualités lactiques. Et donc j'ai l'impression que tout ça s'équilibre un peu entre les grands athlètes. La seule chose qui n'est pas vraiment quantifiable, c'est le mental. Et donc je pense que ça joue dans la performance une part bien plus grande que le physique. En tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois. Assez étrangement, j'ai jamais eu de préparation mentale dans ma carrière, où j'ai jamais travaillé avec un préparateur mental. Je rencontrais pas de difficultés de manière récurrente qui me faisait me dire j'ai besoin de travailler ce point-là spécifiquement. J'avais l'impression qu'en travaillant avec un préparateur mental, j'allais cantonner cet aspect-là de ma préparation à 2 ou 3 séances par semaine, là où moi je considérais le mental comme faisant partie de chaque seconde de ma préparation, chaque poussée, chaque tir. Et donc j'avais vraiment pas envie de mettre le mental et la préparation mentale dans une petite boîte, là où moi je considérais que ça devait faire partie d'un tout et d'être quelque chose de permanent. J'ai acquis des mécanismes de préparation mentale, je faisais de la visualisation la veille de mes courses, je faisais de la projection aussi pour m'imaginer dans certaines situations. Et donc j'ai eu l'impression en fait tout au long de ma carrière de travailler cet aspect-là, sans jamais faire appel à un préparateur mental. À travers les années, est-ce que le jour -1 avant une compète, t'arrivais à mieux dormir par exemple? Il y a plein de personnes qui se mettent à faire un marathon. Le jour avant leur marathon, 90% des gens n'arrivent pas à dormir. Toi, est-ce qu'en début de carrière, t'arrivais pas à dormir avant une compète, ou ça a toujours été pisse, on va au lit, bye? Alors moi j'ai de la chance, je suis un bon dormeur. Oh là là, mais... En fait, vous voulez que je me sente hyper mal, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire mon battement par minute, vous allez voir. Vas-y. Non, mais le sommeil n'a jamais été un problème pour moi. Par contre, c'est illusoire de croire qu'un sportif ne stresse pas. On le dit souvent, mais le stress, c'est quelque chose qui est un petit peu ancestral pour nous permettre de rester vigilants et de nous sortir de situations difficiles. Mais le stress, c'est quelque chose de positif. Il suffit juste de ne pas se laisser déborder par ce stress-là, d'arriver à le canaliser, d'arriver à rationaliser aussi, ce qui n'est pas toujours facile. Mais moi, c'est ce que je dis aux jeunes athlètes. Je leur dis non, comment tu fais pour maîtriser ton stress? Que pas stresser, en fait, tu n'y arriveras pas. Virginie, merci pour la question. Très très forte. Marie, t'as la pression, il faut enchaîner après ça. On va te passer un micro qui arrive. Bonsoir Martin, je suis Marie, leader d'ambiance depuis Paris 2024. Donc le biathlon, c'est une discipline sportive où les athlètes sont en proximité avec les supporters. Et à quel moment sur ton chemin de sportif, ce soutien a pu t'aider dans un moment difficile? C'est vrai qu'on a la chance en biathlon de vibrer avec les supporters. J'imagine que dans la salle, vous êtes quelques-uns à déjà avoir fait l'étape du Grand Bornand. Et c'est un moment qui est extrêmement particulier, parce qu'on se sent porté. Et c'est vraiment une ambiance pour les athlètes français très différente de ce qu'on vit ailleurs. On a vraiment l'impression qu'il y a un stade qui vibre, qui vit, qui se transporte avec nous. Et c'est une émotion très particulière que moi, j'ai eu du mal à appréhender au début. Donc pour répondre à ta question, des fois, ça a été difficile de supporter ça. Souvent, on me demande si la notoriété n'est pas dure à vivre, si c'est pas trop pesant au quotidien. J'ai quand même la chance d'être sollicité à chaque fois pour des messages de sympathie, des messages de remerciement. On vient de me voir pour me remercier, pour me partager une émotion, me dire que on regardait le biathlon avec son papa ou sa maman qui est décédé, et que ça faisait partie des moments forts de leur vie familiale. Et ça, c'est hyper touchant, et ça m'a porté toute ma carrière. J'ai mis du temps à le comprendre, peut-être jusqu'en 2018, parce que j'avais l'impression que finalement, je poursuivais quelque chose d'assez personnel. C'était mon rêve de gamin, de vouloir être champion olympique, de vouloir devenir un champion de ski. Puis en 2018, et notamment avec le rôle de porte-drapeau de l'équipe de France olympique, j'ai pris vraiment conscience de la dimension de partage que ça pouvait avoir. Et c'est vrai que ça, sur les dernières années de ma carrière, ça m'a vraiment porté. On va enchaîner. La dernière question de ce palier, c'est pour Maximilien. Maximilien, je te laisse récupérer le micro. Bonjour Martin. Alors, durant ta carrière, tu as fait beaucoup de courses, forcément. Je voulais savoir s'il y en a une en particulier que tu aimerais changer. C'est quoi la question d'après? Alors, oui. Oui, il y en a une qui reste... C'est l'individuel des Jeux de Pyeongchang, où je suis en tête, je suis à 18 sur 18. Si je tire à 19 sur 20, j'ai gagné. Et où je loupe les 2 dernières balles de ce tir, non pas à cause de la pression, mais juste parce que la batterie est vide, en fait. Et j'arrive plus, je me remobilise pas, je suis plus présent derrière la carabine au moment où de tirer ces 2 dernières balles. Le fait de ne pas réagir au moment où je loupe la première, etc., c'est un moment que je regrette, et j'aurais aimé pouvoir changer cette course-là. Puis aussi parce que j'offre son premier titre olympique à Johannes Bö,
Et forcément, le fait que ce soit lui qui gagne ce jour-là, c'était un peu plus difficile à vivre que si ça avait été quelqu'un d'autre. Bon, on voulait parler dans ce palier des obstacles. On est allé en plein dedans. Merci Maximilien d'avoir cassé l'ambiance de la soirée. On le remercie. Non. Bon, je vous remercie pour ce passage. On va passer au palier 4. Il y a 14 paliers. Alors, Accrochez-vous quand même. On arrive sur le pic intermédiaire. C'est Aude qui va prendre la première question. Oui, bonsoir Martin. Alors tu évoquais tout à l'heure les émotions et les cris devant ta télévision pour la médaille de Tony. Et donc là, je me projette dans les JO de Milan qui arrivent. Et comment tu vois la délégation française performer? Peut-être un pronostic de nombre de médailles pour le biathlon français lors de ces Jeux. Non, mais j'ai déjà beaucoup d'amour pour cette délégation. On a une équipe de France qui est forte chez les hommes et chez les femmes. Autant ça n'a jamais été le cas aux Jeux Olympiques. Là, aujourd'hui, on a un bel équilibre. Je suis assez confiant sur un site qui, historiquement, réussit plutôt bien aux Français. J'ai envie de dire que les données de départ sont plutôt très positives. Pour ce qui est du pronostic, c'est compliqué. Je ne l'ai jamais fait pour moi en tant qu'athlète. Ce qui est sûr, c'est que de ne pas repartir médaillé des 3 relais serait une énorme déception. Donc ça fait déjà 3. Et ensuite... de 4 minimum à 8 supplémentaires. Moi, je serais bien plus optimiste que toi. Hein. Ah bah allons-y. Non, mais là tu es très prudent, je pense. Ouais, alors 12, ça fait quand même une médaille par course. Hein. Mais Olivier, il a des attentes. Olivier est exigeant. Olivier est exigeant. Il sera devant sa télé TCL. Il attend des podiums. On va enchaîner avec Mélanie sans spoiler plus. Bonjour Martin, alors moi je viens de Bretagne et donc ma question c'est est-ce que tu aimerais entraîner un jour l'équipe de France comme le fait ton frère? Ça, j'ai essayé d'éviter cette question. Non, j'ai jamais eu cette appétence pour le coaching. J'ai eu énormément d'admiration et de respect pour les entraîneurs qui m'ont accompagné pendant ma carrière. C'est une vraie vie de dévotion et c'est un programme de vie aussi qui fait qu'on recalque son emploi du temps sur celui de la Coupe du Monde. Donc voilà, quand on a des enfants, c'est conséquent. Puis il faut aimer aussi ce lien avec la physiologie, avec les programmes, etc. Et moi, je me réalisais dans l'application du programme, pas tellement dans la construction. J'ai eu cette stratégie pendant ma carrière de justement vachement déléguer. Le sportif de haut niveau, c'est un petit peu le chef d'orchestre qui doit justement agréger tous ses talents autour de lui aussi, qui doit arriver à s'appuyer sur des personnes de confiance, sur des personnes de compétences. Et donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup moins de temps typiquement que Simon à essayer de comprendre pourquoi le coach nous demandait de faire ça. Moi, mon rôle à moi, c'était de le faire le mieux possible. Et puis je pense que Simon va commencer à en avoir marre aussi. Si je vais essayer de piquer le boulot de mon grand frère, il va commencer à se dire bon, lui ça va, il me l'a déjà fait le coup une fois. Et lui, on va passer la voix à Maëlle, qui a la dernière question de ce 4e pic. Tiens, je te passe. Bonsoir Martin. Moi, j'ai une question sur l'avenir de ton sport. Comment tu vois l'évolution du biathlon et l'évolution des JO face au changement climatique? C'est une très belle question, qui est une question complexe, dont on n'aura sans doute pas toutes les clés ce soir, mais j'en parle avec grand plaisir. L'évolution du biathlon, alors je ne la vois pas qu'à travers le spectre du changement climatique. Je pense que c'est un sport qui est hyper intéressant en télé, parce qu'il y a un sport qui a une vraie dramaturgie, un sport qui a aussi une vraie récurrence, c'est un feuilleton. Je pense à l'inverse que le biathlon a une faiblesse, c'est sa saisonnalité, et que le fait d'être absent des radars pendant 8 mois de l'année, c'est quelque chose qui nuit au développement du sport. Donc ce qui est sûr, c'est que la contrainte climatique, elle sera et elle est une donnée majeure pour les prochaines années, les prochaines décennies, sur arriver à s'adapter. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'y crois pas ou si j'ai pas envie d'y croire. Alors pas au changement climatique malheureusement, mais je suis pas sûr que le biathlon évolue vers un biathlon d'été d'un point de vue compétition, parce que je crois que c'est pas la sensibilité des gens qui vivent ce sport. Voilà, on a cet attrait à la glisse, à la neige, donc voilà, j'ai l'impression que sur le format été, à mon sens, il manque quelque chose. Et il y a d'autres sports qui existent et qui font la concurrence, là où l'hiver c'est le meilleur sport du monde clairement. Donc voilà. Pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet, sur l'aspect de Coupe du Monde, c'est essentiellement un enjeu d'image plus qu'un enjeu d'impact. L'enneigement des courses de biathlon représente 2% du bilan carbone d'un événement, donc ce qui en fait est assez faible, voire marginal. C'est 80% qui sont liés au transport de personnes, et notamment au transport des spectateurs. Le biathlon a, je pense, encore beaucoup à faire, mais ne se cache pas les yeux face à cette problématique-là. Il y avait 10 Coupes du Monde il y a 2 ans, il n'y en a plus que 9 aujourd'hui. Une entreprise qui décide de se passer de 10% de son chiffre d'affaires, je pense que ça reste quand même assez rare à l'échelle de la planète aujourd'hui, et donc ça montre qu'il y a des actions concrètes qui sont mises en place, et puis il y a une volonté de
de ne pas se fermer les yeux ensuite. Le fait d'être extrêmement visible, parce que la neige est un élément qui est extrêmement sensible et que quand il n'y a pas de neige, ça se voit, c'est une vraie responsabilité. Mais c'est aussi une chance d'être dans le peloton de tête pour prendre en compte ces problématiques et pour agir. Donc c'est aussi une opportunité pour montrer qu'on peut faire des choses sympas. On arrive au sommet, on arrive à notre dernière partie. On va aller un peu plus dans l'hypothétique, dans un sujet qui sera plus apte à débat. Je vais donner tout de suite la parole à Mathilde. Je m'appelle Mathilde et je viens de Montpellier. Et ma question était la suivante. Si tu pouvais constituer un relais mixte de légendes, toutes nations confondues, quels sont les athlètes que tu choisirais ? Alors je vais poser une question pour montrer que je suis un vrai spécialiste, quand même, que j'ai des connaisses. Est-ce que c'est un relais mixte 4 x 6 km ou 4 x 7 km et demi? Parce que je ne choisirais pas les mêmes profils selon ta réponse. 4 x 7 km et demi. En attendant, du coup, mon BPM au repos, c'est 80. Et si je parle un petit peu trop vite, ça monte à 95. Et j'ai choisi. Cette attente était insoutenable. C'est très prétentieux de se mettre dedans quand même. Hein. Je réalise que je vais choisir Lisa Vitozzi et Dorothée Avireur. Et je vais choisir Johannes Bö et moi. J'oublie sans doute du monde et je remonte sans doute pas assez loin dans l'histoire. Mais sont les premiers noms qui me sont venus à l'esprit. Je suis désolé, c'est écrit juste là qu'on doit vérifier si Olivier est d'accord ou pas. Olivier, ça vous va? Ça vous va? C'est bon, c'est vérifié avec Olivier. On va finir ce palier avec Jérôme. Bonsoir Martin. Quand tu vois l'engouement qu'il y a eu au Grand Beau, notamment cette année, qu'est-ce que ça réveille en toi? C'est un sentiment de satisfaction, un sourire parce qu'on y croyait un petit peu avant les autres, parce qu'on s'est battu aussi. Et donc, en l'espace d'une décennie, on est passé de quelque chose qui n'existait pas, qui était invisible, à un sport qui aujourd'hui est un phénomène quand même médiatique. C'est voilà, une fierté de se dire qu'on a été un des rouages de ce succès-là. Et en toute modestie, c'est vraiment un effort collectif. Et puis une fierté tout simplement dans des moments de la vie quotidienne où je m'arrête à la boulangerie la semaine dernière et puis le groupe de personnes qui étaient devant moi donc ne me voit pas arriver parce que je suis derrière. Alors, toi, t'es plutôt Emilien Jacquelin ou Quentin Fillon-Maillet Et donc moi j'étais là derrière à 1,2 m à écouter le truc un petit peu avec le sourire. Donc voilà, des moments tout simples de la vie qui nous montrent que le biathlon a pris une importance dans le cœur de beaucoup de Français. Et forcément on en est très fiers, je crois. Moi, si tu veux, j'ai une dernière. Je peux prendre le micro moi-même. On parle beaucoup d'héritage dans le sport. Et par exemple, je te présente avec ton palmarès. On te présente toujours forcément comme ça. Si on retire le sport, t'aimerais qu'on te présente comment ? Non, je sais pas, j'ai pas le... Si on retire le sport, je crois que j'ai eu à cœur tout au long de ma carrière, dans mes relations avec mon staff, avec le public, avec les médias, l'envie d'avoir un côté humain. Et c'est vrai que dans le sport où souvent on met en avant des athlètes qui sont superstars, moi c'est pas le modèle que j'ai eu envie de porter et c'est pas ce qui correspond à qui je suis. Donc si on disait de moi que je suis une belle personne, je serais très flatté. Trop bien. Merci. Bon, on espère que ça vous a plu. C'était Hors Piste, épisode 1 présenté par TCL, partenaire olympique mondial. Et puis on se donne rendez-vous tous ensemble à partir du 6 février pour regarder les exploits de nos Français.